Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de décryptage sur le web. Vous le savez, en compagnie de mes invités, nous essayons de vous faire découvrir tout ce qui constitue l'actualité nationale, internationale. Et aujourd'hui, nous sommes dans un événement un peu spécial, le Marrakech Air Show, et nous allons essayer de monter pour vous donner une vue d'en haut. N'oubliez pas cette émission et surtout la vôtre, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook et à travers notre compte Twitter sur le hashtag VDH ou Victor Delta Hotel. C'est bien ça puisque c'est l'alphabet international dans l'aviation. Les invités qui ont accepté d'être avec moi aujourd'hui au Marrakech Air Show sont Mohamed Hadri, vous êtes ancien pilote de chasse marocain, vous êtes professeur de pilotage au centre de maintenance et vous avez un centre de maintenance Delta Aerospace. Voilà. Delta Aerospace. Delta Aerospace. Et vous allez nous raconter votre histoire parce que franchement, pour les jeunes qui nous regardent, ne ratez pas cette émission parce que ça va nous permettre de revenir dans une histoire qui est un peu mal connue, hein, et qui ça a été découvert. Allez. Après l'accession de Sa Majesté le roi Mohammed VI sur le trône, où là, on a commencé à voir tous nos pilotes qui ont été abattus. Vous en faites partie. Vous allez nous raconter votre histoire. Elle est absolument passionnante. Brahim Taheri, vous êtes avec nous aujourd'hui également, directeur de l'association nationale, l'ANAM, hein, nationale de l'histoire de l'aviation au Maroc. Et vous êtes directeur pédagogique. Oui, à l'aéroclub royal de Rabat. L'aéroclub royal de Rabat. Et instructeur. Bon, en tout cas, on a ici des encyclopédies à chacun dans votre domaine de l'aviation au Maroc. Avant que je parle de votre histoire, parce que j'aimerais vraiment faire un focus dessus, on va d'abord revenir sur l'histoire de l'aviation au Maroc, parce que c'est vrai qu'on peut se dire, cette aviation, elle a commencé où? Elle a commencé avec les Français. C'est quoi? C'est Saint-Exupéry, ça c'est le nom qui revient tout le temps avec l'aéropostale, le Breguet 14, où on volait au-dessus du Maroc pour aller jusqu'au Sénégal. Mais si on devait avoir des dates clés de l'aviation au Maroc, ça commencerait quand? C'est quand l'an 0? Alors, merci pour l'invitation. L'an 0, c'est 1911. Alors, 1911, le journal Le Temps a invité un journaliste pour venir faire un reportage au Maroc. Ouais. Et essayer de checker un avion offert par la maison Breguet. L'avion, c'est le Breguet 11. Ça, c'était le Breguet 11. Hein. Oui. L'aéropostale, c'est les Breguet 14. Oui. Oui. Alors, c'est quoi, juste pour visualiser un Breguet 11 à l'époque, parce que là, on est au Marrakech Air Show, on a des F-16, on a des Alpha Jet, on a les Hercule C-130, mais un Breguet, c'est quoi? C'est de la carcasse. C'est de la quincaillerie. Oui. Alors, ce Breguet-là, la France l'a fait venir en 1911, septembre exactement, en bateau, dans une caisse. Et arrivé à Casablanca, il débarque la caisse et il monte l'avion juste devant, il n'y avait pas le port encore, juste devant Bab el-Mressa, une porte très connue qui a beaucoup d'histoire. Alors, ils mettent 3 jours pour monter l'avion. Ils le préparent, ils vont voir le gouverneur de Casablanca, M. Gabbas, qui avait en 1911, et M. Gabbas leur remet une lettre explicative de cette machine, de cette drôle de machine. Parce qu'au Maroc, on ne connaissait pas l'avion. Bah, j'imagine, oui. On connaissait le ballon, parce qu'au débarquement de 1907, ils ont fait venir le ballon, un ballon qui s'appelle Darbeida. Quoi, c'était un dirigeable? Non, c'était un ballon. Fixe, amarré. Parce qu'avant, il n'y avait pas les dirigeables. Au début, ils étaient amarrés. La technique, elle n'a pas... Alors, on y reviendra parce que c'est vrai que... Moi, si je vous laisse parler de tout à chaque fois, c'est passionnant, mais on n'en finit pas. Alors, 1911, le receveur de poste de Casablanca, M. Martin, il cachette 2 lettres. Une lettre pour un cavalier, le facteur du temps, et une lettre à M. Lebeau. Journaliste qui est dans l'avion, à destination de Fès. Parce que le roi... Donc il met une lettre dans l'avion et une lettre à cheval. Voilà. Ouais. Alors, 1911, Moulay Ahmed était roi et la capitale c'était Fès. Il était à Fès. Et ce courrier-là,
c'est un des premiers courriers dans le monde, puisqu'il est cacheté par le receveur et les postes. Et ça, on verra à l'image. Hein. C'est vrai qu'il y a un bouquin là, qui est absolument incroyable, qui a plus de 100 ans, qu'il faut bien sauvegarder, d'ailleurs, où on a la photo de ce cachet du premier courrier qui est envoyé. Exact. Alors, ces deux courriers décollent, partent. Alors, le cavalier, il part, l'avion, il part. L'avion, on arrive à Rabat parce qu'il était obligé, ils n'avaient pas beaucoup d'autonomie. Oui, j'imagine. Il était obligé de se poser à Rabat. Il s'est posé à Rabat et le lendemain, quand il voulait décoller, il ne pouvait pas parce qu'ils ont cherché qu'est-ce qui se passe. Ils ont trouvé qu'ils avaient une panne de magnéto. Ouais. Et à partir de là, ils sont restés 6 jours à Rabat. Entre-temps... Le chevalier est arrivé. Le chevalier... Donc en gros, l'histoire de l'aviation au Maroc, elle a mal commencé, mais on verra après ce que ça a donné. Voilà. Mohamed Hadri, vraiment, je suis ravi que vous soyez avec nous sur ce plateau. Vous êtes un ancien pilote de chasse. Vous avez été abattu à bord de votre F1 au-dessus de Haouza. Oui. Et vous avez passé 22 ans dans les prisons à Tindouf. Au sud de Tindouf. Au sud de Tindouf. Et alors, vraiment, juste pour les gens qui nous regardent, c'est vrai que vous n'avez pas été le seul à être abattu. Oui, il y en avait d'autres, absolument. Il y avait des gens de F1. Il y avait même des pilotes des premiers avions, c'est-à-dire un pilote de T6 et il y avait un pilote de Fouga Magistère. Et il y avait 2 pilotes de Morane. Le Morane Saulnier, une marque française. Et il y avait des pilotes d'F5 et des pilotes du Mirage F1. D'accord. Alors, quand vous vous faites abattre sur votre F1, juste pour qu'on visualise un peu, surtout à l'époque, c'est quand même déjà un miracle que vous vous en sortiez. Oui, mon avion donc, il a été touché par un missile, c'était dans le temps à Sam 9, donc le régime de Haouza. Heureusement, j'avais le temps pour m'éjecter, je me suis éjecté. Et... Vous avez été touché à l'aile ? Non, c'est le missile, il va directement au réacteur. Ah oui, au réacteur. Ouais. Il faut juste quelques temps pour dégager. Il suit de la chambre. Et j'ai utilisé le parachute et je me suis éjecté. Malheureusement, je suis tombé en plein dedans. Donc il y avait des combattants qui étaient à côté. Eux, donc, ils n'ont pas voulu me récupérer tout de suite parce qu'ils ont toujours peur des représailles de l'aviation. Et je me suis j'ai touché le sol à 3h30 de l'après-midi. Et j'ai été récupéré aux environs de coucher de soleil exactement. Parce que j'ai couru, je me suis éloigné. Alors moi je crois que je vais faire une autre émission pour avoir toute votre histoire parce que ça nous permettrait de vraiment de comprendre et tout l'engagement de nos forces armées et ça c'est aussi extrêmement important. Mais ça sera pour une autre fois. Je vais juste... Désolé de passer de 22 ans, parce que j'imagine 22 ans ce que ça représente, mais quand vous sortez, quand vous revenez, au-delà de tout l'aspect psychologique, bien évidemment, ça aussi j'aimerais en parler par ailleurs, mais vous voyez ce qui est devenu l'aviation 22 ans après, c'est un choc pour vous? Ou alors c'est quelque chose, lorsqu'on est pilote de chasse, on est habitué déjà à être à l'avant-garde en termes de technologie, mais ce que vous voyez aujourd'hui par rapport aux conditions et par rapport au matériel que vous utilisez, est-ce qu'il y a vraiment un bond mais qui est monumental? Oui, il y a un changement énorme qui s'est effectué entre 1982 et 2004 qui était le jour de ma libération. Nous, malheureusement, on n'a pas pu vivre le changement, mais ça a été un choc pour nous, pour tout, même pour les traditions, même pour l'habillement, les façons de faire, la façon de parler. Donc c'était pour nous un choc énorme. Et technologiquement, qu'est-ce qui a le plus révolutionné aujourd'hui l'aviation? Alors, bon, civile et militaire, là on a des F-16, on a des F-5, on a des Alpha Jet, mais je veux dire, on voit toutes les technologies de géolocalisation que vous aviez à l'époque, mais qui n'est pas si... Qui n'était pas au point. Oui, maintenant avec les GPS, avec tout le système de GPS qui s'est bien développé, ça a révolutionné le monde. C'est-à-dire que le pilote, avant, il calculait lui-même. Maintenant, c'est facile.
Mais dans les fins, il y avait quand même la centrale à inertie qui était l'avant-garde de la technologie moderne, mais ça ne veut pas jusqu'à présent. Juste pour vulgariser, pour que les gens comprennent. Parce qu'aujourd'hui, on va dire les jeunes là, qui ont 20 ans, maintenant ils sont habitués à ça. La technologie qu'on a dans ces appareils, on va dire, c'est quasiment ce que vous aviez dans un avion, beaucoup plus de ce que vous aviez dans un avion. On n'avait même pas, dans les années 66, moi j'ai fait le T6 ici même, dans l'armée. Eh bien, le T6, il n'a rien à voir avec le F1. C'est autre chose. C'est un avion à hélice et puis il faut tout faire soi-même. C'est-à-dire une cible au sol, voilà. Aujourd'hui, avec les avions que vous aviez à l'époque et ce qui est disponible aujourd'hui, une cible au sol pour la localiser et pour ne pas la rater. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est différent? Aujourd'hui, vous aviez quand même un taux de réussite qui était admis, mais là, aujourd'hui, on est quasiment sur du 100%. Avant, c'était une dizaine de mètres de précision. Maintenant, c'était quelques centimètres de précision, même quelques. Donc, c'est plus précis. Et surtout, maintenant, il y a des avions qui atterrissent tout seuls. On n'a pas besoin de... Il y a d'ailleurs une anecdote qui dit que les avions futurs, même ceux de maintenant, on mettra, bon, c'est juste une anecdote, on mettra un chien et un pilote. Le chien, c'est pour empêcher le pilote de toucher aux commandes. Bon, c'est juste une anecdote pour dire qu'on n'a pas besoin... Mais bon, quand même, juste, c'est vrai, alors vous êtes directeur pédagogique, vous êtes professeur de pilotage. Aujourd'hui, c'est vrai que le réflexe qu'ont beaucoup de gens, alors ce qu'on connaît nous, ce sont les avions civils, ce sont les avions de transport de passagers, qui sont finalement des gros paquebots extrêmement confortables, où on se dit finalement, les pilotes n'ont rien à faire. Mais dans la formation aujourd'hui, rien n'a changé. Vous devez être capable d'être en mode dégradé et en mode débranché. La formation, moi j'étais formé des pilotes de ligne qui sont en ce moment sur Arabia et sur Royal Air Maroc. La technologie de formation non, il a évolué. C'est-à-dire, les pilotes, maintenant, on forme d'abord sur le classique. On est obligé de faire le classique. Et à la fin de la formation, le stagiaire, c'est-à-dire le pilote, à la sortie de pilotage, et là, la nouvelle génération. Donc, il fait le classique, c'est-à-dire ce qu'on appelle les horloges. Donc, il est obligé de piloter aux horloges, la carte, la montre. C'est le pilotage vraiment classique. Mais à la fin, il fait le pilotage très moderne avec le glass cockpit, c'est-à-dire le New Generation pour les avions modernes. Aujourd'hui, dernière question. Je suis allé visiter un Airbus A330 des Royal Air Force anglaise, britannique, qui est un air tanker de ravitaillement, etc., qui est customisé juste pour l'occasion, pour l'utilisation militaire. Et il y a un chiffre qui est extrêmement important, c'est ce qu'ils appellent reliability, c'est-à-dire on va dire la fiabilité, qui est de 97%. C'est quand on parle de fiabilité, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on a tous les systèmes qui sont en miroir, doublés, triplés, et qu'en fait on est... Doublé, même triplé des fois. Triplé, même triplé. Et puis ils ont une protection sur le plan sécurité et sur le plan... transport, sur le plan bruit, et, sur le plan consommation, sur le plan poids de transport, de chars, de camions, c'est un danger, quoi, cet avion. S'il débarque chez vous, il peut transporter jusqu'à 400. Ah oui, la capacité, elle est incroyable. C'est une capacité de feu, mais alors, ce qui est aujourd'hui, vraiment, je voudrais finir avec ça. On va se revoir, parce que vraiment, il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Mais lorsqu'on a tous ces chiffres, on nous dit que le transport aérien, c'est parmi le plus sûr au monde, c'est quasiment le plus sûr au monde. Aujourd'hui, technologiquement, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai, maintenant, la maintenance, moi je suis dans la maintenance avec Delta Aerospace, qui est une société de la maintenance. La maintenance, maintenant, elle est vraiment au point. Et ben, tout le bénéfice vient du fait que la technologie, elle est vraiment au point. Mais la façon, les procédures, la sécurité utilisée pour entretenir un avion, c'est arrivé vraiment au top du top. Il y a le contrôle. Voilà. Il y a deux contrôles. Il y a le contrôle de l'administration qui est derrière vous, parce que votre avion, chaque avion, il a un livret de vie sur le plan mécanique, sur le plan technique, et il est suivi par différentes boîtes. C'est ça ce qui fait que l'avion il est assuré.
le matériel, il passe des visites de cellules, des visites, il y a des contrôles, tout le temps il y a des contrôles. Et il y a même des contrôles inopinés. Vous êtes un avion marocain, Royal Air Maroc, d'accord? Vous atterrissez à Londres, vous avez une équipe de 12 personnes qui vient, qui vous passent vos documents, s'ils sont à jour, si vous les suivez, et les autres, c'est la mécanique et tout ça. Hein. Les avions, ils sont suivis, c'est pas comme les voitures. Et vraiment, alors vraiment, toute dernière question, on a tout le temps, alors c'est vrai que c'est notre côté un peu chauvin, mais on nous dit tout le temps que les pilotes marocains font partie, et je sais pas, dans l'aviation civile, mais également on a vu l'équipe de voltige de la brigade la Marche Verte qui sont absolument exceptionnels. Est-ce qu'on a quelque chose en plus? Est-ce que les pilotes marocains ont quelque chose en plus? On nous dit tout le temps que ce sont des pilotes qui sont formés peut-être un petit niveau au-dessus en termes de capacité à réagir dans des situations un peu difficiles. Moi, c'est vrai ou pas? je vais vous dire juste ce qui est un truc réel. La formation en Europe maintenant, que la formation EASA, il a un tout petit peu changé par rapport à la formation au Maroc. La formation ATPL au Maroc, elle a gardé la formation classique. En Europe, l'EASA maintenant pour avoir l'ATPL, c'est du QCM. Nous, c'est question-réponse. Donc la formation est beaucoup plus rigoureuse et plus parfaite, disons. Mais les pilotes, d'une façon générale, c'est des procédures, donc que ce soit marocain ou ailleurs, c'est l'application des procédures et l'application des procédures, pas plus, pas moins. Et après, j'imagine qu'il y a un talent qui différencie le pilote d'un autre. On peut se rendre compte de la conduite automobile. Hein. Aussi. D'accord. Et la capacité de réagir aux imprévus. Merci. En tout cas, vous reviendrez sur le plateau demain ou après-demain et on refera une autre émission. On parlera bien évidemment de Barcode. Merci d'avoir été avec nous. Quant à vous, je vous dis à très vite dans VDH, Victor, Delta, Hôtel. Et puis je mets mes lunettes de pilote pour finir. Merci à vous. Voilà, merci à vous également.